Madame, Monsieur, voici votre journal. Nous sommes le samedi 19 octobre, marqué par le démarrage de l'opération de révision de la liste électorale sur toute l'étendue du territoire. À Guiglo, le président de la commission électorale indépendante CEI invite les Ivoiriens à participer massivement à cette opération. Une révision qui vise à déterminer le corps électoral pour les prochaines joutes électorales, notamment la présidentielle. La lutte contre la vie chère passe par la consommation locale et c'est ce que prône le Conseil national de lutte contre la vie chère. Le CNLVC en campagne à l'occasion du festival de farine qui marque le lancement officiel du mois d'octobre, mois du consommé local, un concept de lui et moi. On voit tout cela dans quelques instants. Et puis au Mozambique, deux proches de Venancio Mondlane, opposants et candidats à la présidentielle du 9 octobre, ont été tués à bout portant dans la nuit de vendredi à samedi dans la capitale Maputo. Ces assassinats ont lieu à un moment particulier puisque le pays sort tout juste d'élections générales. Bonsoir à tous, on le disait à l'instant, ça y est, c'est fait. L'opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire est lancée. C'est dans la ville de Guiglo que le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Coulibaly Kubière, a invité les populations à s'impliquer dans cette étape importante avant les prochaines élections, notamment la présidentielle. Sidonie Davila. Ce premier jour du démarrage de l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national, nous rencontrons Julien à Guiglo. La vingtaine révolue, il n'est pas encore sur la liste électorale. Je suis de passage à Guiglo. Je ne me suis pas encore fait enrôler, mais d'ici lundi, mardi, je vais venir me faire enrôler parce que je suis un citoyen et dois voter. Guiglo est une ville de l'Ouest située dans le Cavali. La région enregistre que 17% d'inscriptions, d'où ce choix stratégique de la CEI pour le lancement de l'enrôlement, première étape de la révision de la liste électorale. En raison notamment de tensions récurrentes, voire de violences qui ont pu s'y dérouler dans un passé pas très lointain, à la faveur de compétitions électorales censées être de simples moments populaires de choix entre les filles et les fils de votre région. Pour ces raisons, il nous a paru utile de lancer depuis ici le message solennel de décrispation et de paix dans la conduite du processus électoral à l'occasion du lancement de la révision de la liste électorale 2024. En présence des autorités locales, dont la présidente du conseil régional, Anne Loto, le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kubière, a apporté des explications détaillées de cette opération. Cette année, la commission électorale indépendante a repoussé la limite d'âge pour l'enrôlement des nouveaux majeurs au 28 février 2025, soit avant la publication de la liste provisoire. Ainsi, tous ceux des jeunes qui n'auraient pas 18 ans au moment de la période d'enrôlement, mais qui auront atteint cet âge qui correspond à la majorité civile le 28 février 2025, pourront solliciter leur inscription sur la liste électorale. Le gouvernement a également décidé de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en le délivrant gratuitement. Cette année, la commission électorale indépendante a institué une innovation consistant à permettre la radiation des électeurs décédés dès l'étape de l'enrôlement ou de la collecte des données. Il faut, pour ce faire, que l'électeur présente les documents justificatifs au lieu de vote de l'électeur décédé. Il s'agit donc, comme document, de son acte de décès ou son certificat de décès ou encore du certificat de genre de mort. Cette opération représente un véritable défi pour la CEI. Nos machines sont configurées pour accueillir journellement 50 requérants, soit une capacité maximum d'absorption de plus de 13 millions de requérants sur les 23 jours, alors que nous attendions environ 4 500 000. Le séjour du président de la CEI s'est conclu par une visite dans l'un des centres d'enrôlement au groupe scolaire Résidence.
où il a pu vérifier le bon déroulement des inscriptions sur le terrain. Depuis le début de la journée jusqu'à la mi-journée, 7 personnes se sont inscrites dans ce centre. Je ne me suis pas inscrite en 2018 parce que ma carte n'était pas disponible. Donc c'était un peu difficile. Maintenant que j'ai la carte, je me suis fait inscrite et pour ça, je suis très heureuse. J'étais à Abidjan et je me déplaçais pour accomplir mon devoir civique. Voilà, c'est un peu fatigant et Dieu merci, c'est une aubaine. Donc je profite pour changer de lieu de vote afin de pouvoir accomplir ce devoir civique-là tranquillement. Les cadres de la région, quant à eux, se mobilisent pour sensibiliser la population et encourager une participation massive. Je pense que tout sera fait, aussi bien au niveau de la CEI qu'au niveau de l'administration, puisque soit entre en ligne de compte l'administration préfectorale, mais aussi la justice, et que tout ceci, n'est-ce pas, concorde pour que nos parents disposent rapidement, n'est-ce pas, de leurs papiers. À ce jour, ce sont 8 120 000 électeurs qui figurent déjà sur la liste électorale nationale. Et les électeurs d'Abidjan sont attendus dans les centres d'enrôlement dans le cadre de cette opération de révision de la liste électorale. Pour ce premier jour, il n'y a pas eu d'affluence. C'est le constat de Kras Kando et Arnaud Kofi. Voici le reportage. EPP RAN ce samedi dans la commune du Plateau. Grace Coutouin, étudiante en droit, se fait accompagner pour son inscription sur la liste électorale. J'ai eu mes 18 ans le 2 avril et je suis venue me faire enrôler pour voter. Ça s'est très bien passé, je suis contente. J'attends les élections de 2025. Comme Grace, plusieurs autres primo-votants sont venus se faire enrôler. Je suis très heureuse de voter pour la première fois et vraiment, ça me fait plaisir. L'opération de révision de la liste électorale concerne également toute personne figurant sur la liste souhaitant modifier des données personnelles. Avant, je votais à l'intérieur. Maintenant, compte tenu du déplacement, j'ai décidé de venir m'enrôler ici. Ça se passe très bien. En tout cas, l'équipe est vraiment en place. Il y a une discipline. En tout cas, c'est bien coordonné. Dans l'ensemble, ça va. Il n'y a pas eu d'incident. Tout se passe bien dans la courtoisie avec les requérants depuis ce matin. Si dans la commune du Plateau, les électeurs se font enrôler, dans la commune de Cocody, l'on traîne encore les pieds pour ce premier jour de l'opération. On vient de commencer, c'est le début. En moment d'observation, on attend qu'il y ait des gens. Démarré ce samedi 19 octobre, ce recensement en vue de la révision de la liste électorale est prévu s'achever le 10 novembre prochain. Et avant cette date, c'est le moment d'exhorter les populations à se faire enrôler. Les partis politiques ne manquent pas d'investir le terrain. Le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, s'est rendu à Gonaté et Daloa. Kader Sogonogo. Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, est dans la région du Haut-Sassandra. Il effectue une tournée de remobilisation de ses militants. L'objectif est connu, les inviter à s'inscrire massivement sur la liste électorale. À Gonaté, première étape de cette tournée, il est accueilli par des militants avec à leur tête l'ex-ministre Léopoldine Thiezan Kofi. Après des échanges, Daloa, avec tout d'abord la visite d'un lieu de révision de la liste électorale, le groupe scolaire d'Oubaï, à Lobia-Château. Au siège de son parti, il va ensuite inviter la grande famille du PDCI RDA à faire de cette opération une réussite. S'il vous plaît, ceux qui parmi vous ne sont pas inscrits, allez vous inscrire. On compte sur vous pour avoir vos papiers. C'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. C'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire dont vous rêvez. Après Gonaté et Daloa, le président du PDCI RDA se rendra dans la Maraoué, notamment à Bonon et Boisflé. Retour en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec cette conférence de presse à la permanence du Sénat. Elle est relative à une mission de plaidoyer pour la ratification par la Côte d'Ivoire des protocoles liés aux personnes âgées, aux handicapés, à la protection sociale et à la sécurité sociale. La mission est conduite par une délégation du Parlement panafricain. On voit cela avec Herman Guivé. Permanence du Sénat à Abidjan, une délégation du Parlement panafricain au terme de sa mission en Côte d'Ivoire, échange avec la presse.
Le but de cette mission, travailler dans le cadre d'un plaidoyer pour la ratification par la Côte d'Ivoire des protocoles relatifs aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à la protection sociale et à la sécurité sociale. Le Parlement, en plus de ce protocole sur les personnes handicapées, a développé une loi type pour la protection des personnes handicapées. Une fois qu'une loi type a été élaborée, votée au niveau du Parlement, approuvée au niveau de l'Union africaine, c'est à chaque pays maintenant d'utiliser cette loi type et de la domestiquer, c'est-à-dire de l'internaliser pour permettre à tout Africain de jouir pratiquement des mêmes droits où qu'il soit. Ces protocoles qui concernent les personnes vulnérables de notre société n'avaient pas encore été ratifiés par la Côte d'Ivoire. Donc, vous comprenez la mission de plaidoyer pour que la Côte d'Ivoire ratifie ces protocoles et confirme sa volonté de tenir compte des droits des personnes handicapées et des personnes âgées. Nous avons rencontré les associations d'handicapés, les associations des personnes âgées et les associations de femmes. Pourquoi? Parce que c'est d'abord eux les bénéficiaires. Donc, il est important qu'ils soient informés de ce que ces instruments existent au niveau de l'Union africaine et qu'ils nous appuient aussi dans le plaidoyer pour que ces instruments puissent être ratifiés. Le Parlement panafricain est le troisième organe de l'Union africaine après la conférence des présidents et le Conseil consultatif. Il a pour mission la coordination et l'harmonisation des lois et politiques des États membres, mais aussi de faciliter la mise en œuvre des objectifs et programmes de l'Union africaine. Et pour le développement du digital en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et la Guinée veulent regarder dans la même direction. Les deux pays ont signé à Conakry 2 protocoles d'accord dans le secteur de l'interconnexion des réseaux à la fibre optique et à la coopération dans le secteur des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Jean-Marc Adjadji. La Côte d'Ivoire et la Guinée ensemble pour le renforcement de leurs infrastructures numériques. 2 accords sont signés pour l'interconnexion des réseaux à fibre optique et une entente globale entre les deux pays. Aujourd'hui, l'interconnexion entre nos deux pays ne fera que favoriser non seulement la résilience au niveau du trafic de nos données, créer aussi du trafic économiquement parlant. Et cela ne fait qu'enrichir nos concitoyens en matière de connectivité de qualité. Nos infrastructures numériques vont être interconnectés de sorte à rendre nos pays un peu plus résilients en cas de survenance de sinistres. Nous allons donc renforcer ce partenariat et cette coopération pour que les Ivoiriens et les Guinéens puissent bénéficier de services numériques de qualité et de façon continue. Cet accord entre la Côte d'Ivoire et la Guinée marque un pas important vers une meilleure intégration numérique et une résilience accrue des infrastructures de télécommunications en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique centrale, on suit de près le progrès de la Côte d'Ivoire. Le Tchad est à l'école de la protection sociale ivoirienne. Une délégation conjointe des caisses des retraites militaires et civiles tchadiennes effectue une mission en Côte d'Ivoire. Serge Coléa nous en parle. Première institution de prévoyance sociale en Afrique de l'Ouest, certifiée ISO sur l'ensemble de ses activités. L'IPS Ségraü, l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, est un exemple de gouvernance et de bienveillance, de bonnes pratiques qui font école. Les caisses conjointes des retraités militaires et civils du Tchad sont venues s'imprégner du fonctionnement de l'institution. Ce n'est pas la première fois que la Caisse de retraite nationale du Tchad vient en formation d'imprégnation et d'inspiration auprès de la Ségraü. Nous avons été instruits de venir nous imprégner du progrès de la Ségraü. À travers cette mission de 5 jours, les caisses tchadiennes ambitionnent d'améliorer leur stratégie et performance. Ces visites de ces caisses-là témoignent de la pertinence des réformes qui ont été adoptées par le gouvernement de Côte d'Ivoire à partir de 2012. C'était des réformes structurelles qui ont apporté des changements notables dans le fonctionnement et dans l'organisation des caisses de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. L'IPS Ségraü
à partir de 2012, a connu des bons, à la fois en termes de qualité de service, en termes de relations avec les assurés sociaux, et de sorte à apporter la qualité de service la meilleure. Principal organisme chargé de la gestion des pensions publiques en Côte d'Ivoire, l'IPS SEGRAE se distingue par ses initiatives novatrices en matière de prévoyance sociale. Je le disais en titre, la lutte contre la vie chère passe par la consommation locale. C'est ce que prône le Conseil national de lutte contre la vie chère, le CNLVC, en campagne à l'occasion du festival de farine qui marque le lancement officiel du mois d'octobre, mois du consommé local, un concept de lui et moi. Michel Mambo. Mois d'octobre, mois du consommé local. Une initiative de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui, depuis 2019, engage officiellement les 8 pays membres à promouvoir davantage les produits et savoir-faire locaux. La campagne mois d'octobre, mois du consommé local, est instituée par les ministres en charge du commerce de l'UEMOA pour justement intensifier les échanges au sein de notre espace, de sorte à accroître la compétitivité de nos produits locaux dans les filières de commerce intracommunautaire et surtout accroître les revenus des entreprises dans une perspective d'intégration économique. Portée en Côte d'Ivoire par le ministère du Commerce et de l'Industrie à travers le CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, la 5e édition met à l'honneur les farines locales. Que ce soit la farine de mil, de maïs, de sorgho, d'igname, de banane plantain, de riz. Toutes ces farines sont totalement, non seulement disponibles, à des prix qui restent accessibles, mais qui peuvent totalement s'incorporer dans des recettes de boulangerie, de pâtisserie, pour qu'on puisse utiliser toutes ces farines qui viennent du travail, du savoir-faire de nos artisans, de nos paysans, de nos agrotransformatrices. Et donc, il s'agit de faire en sorte que ce que nous produisons, nous consommons ça, et que nous consommons ce que nous produisons. Promotion des producteurs et agrotransformateurs le long de ce mois, également en attraction nos braves artisans à travers l'opération « Consommons ce que nous produisons ». Le président de la République s'est engagé à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi nous travaillons à rémunérer davantage les efforts de nos producteurs en faisant le choix des produits locaux. Ce choix nous permettra de participer à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes dans les filières agricoles, industrielles et commerciales, de contribuer à réduire les émissions carbone dues au transport de marchandises, de réduire les déchets plastiques servant d'emballage pour la plupart des produits importés, mais aussi et surtout de profiter de produits frais, riches en nutriments et à des prix abordables. Mois d'octobre, mois du consommé local, une invite à redécouvrir la richesse de notre patrimoine culinaire et artisanal tout en soutenant l'économie locale. C'est une activité qui soutient également l'économie locale. Le commerce de bois est un secteur porteur. La commune d'Adjamé abrite le plus grand marché de bois du pays. Plus de 800 acteurs dénombrés sur une superficie de 1500 mètres carrés. Jean-Michel Quadio et Léon Brou nous plongent dans l'antre des commerçants de bois où se côtoient Ivoiriens et Nigériens. Regardons. À Djamé-Makassi, ce parking à bâcher est sous la responsabilité de Issa. Avec ses compagnons, il transporte le bois à destination des chantiers. Il exerce en ces lieux depuis que les commerçants de bois s'y sont installés. Amar en fait partie. Il y a bois pour la mairie, il y a bois d'Embema, et puis il y a bois Badi, il y a bois blanc, et puis il y a Paraké aussi. C'est les 5 qualités de bois que moi je vends. Ils ont reconstruit, ça nous plaît. Puisque quand c'est comme ça met de l'ordre aussi. Dans le milieu de transport. Ici, il y a à peu près au moins 40 à 50 bâchers. Quand on prend les marchandises, on va dans toutes les communes. Ça nous rapporte, mais il y a beaucoup de difficultés dedans aussi. Bienvenue au nouveau temple du bois de la commune d'Adjamé, le plus grand des marchés de bois du pays. 1500 mètres carrés aménagés par la mairie d'Adjamé. Plus de 800 acteurs y travaillent. Je suis là pour acheter des bois, du chevron, des contreplaqués, des matres. Oui, ce sont des bois de qualité. Avec ça, je nourris ma famille, je paie tous mes besoins dans ces métiers. Donc, en tout cas, je remercie le bon Dieu. Ici, il y a tout. Il y a le bois, il y a le contreplaqué, il y a les tôles, il y a les pointes. Oui, au niveau de l'État, il y a des impôts à payer. C'est l'État. On va tout veiller que le marché soit propre et puis sécurisé. Le marché de bois d'Adjamé-Makassi, ni l'apanage des commerçants, ni celui des transporteurs. On y trouve des transformateurs de bois comme les ébénistes.
toupie, rabot, mortaiseuse, voici l'arsenal dont se sert Ousmane pour satisfaire sa clientèle. Les portes, les fenêtres, les portes de placard, cadres de placard, tout ce qui est nécessaire comme bois dans la maison, c'est tout ce qu'on fait. Avec ça, il prend soin de ma famille même, propre même. Le marché de bois d'Adjamé-Makassi, le fruit d'un partenariat gagnant-gagnant entre la mairie d'Adjamé et le propriétaire terrien, la famille Abromando. C'est une transaction consensuelle, c'est gagnant-gagnant. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de choses qui arrangent la famille, qui arrangent le village et qui arrangent aussi la mairie. Nous avons dans notre commune pensé à faire un marché uniquement de bois. Et c'est ce qui nous a amené à approcher la famille Abromando pour avoir ce site et d'en faire un grand marché de bois qui regroupe l'ensemble des commerçants de bois de notre commune. Beaucoup d'Ivoiriens sont là et ils travaillent en parfaite harmonie avec les Nigériens. Délocalisés à maintes reprises, voici installés définitivement ces acteurs du bois, dont 40% d'Ivoiriens. Chacun génère au moins 3 emplois directs. Le marché de bois d'Adjamé-Makassi et ses plus de 800 acteurs occupent une importante place dans l'assiette fiscale de la commune d'Adjamé, donc dans l'économie nationale. Les projecteurs de l'actualité braqués ce soir sur l'œuvre d'Emilienne P. Amangwa, intitulée « Regard sur une Côte d'Ivoire en pleine mutation ». Elle aborde les enjeux sociaux, économiques et sanitaires qui façonnent l'avenir, tout en appelant à une réflexion collective. Dans la commune de Cocody, retrouvons Yves Niazalé et Didier Nguissan. Regard sur une Côte d'Ivoire en pleine mutation. Emmeline P. Amangwa sensibilise sur les défis et les problématiques que rencontrent les sociétés en pleine évolution. En 174 pages subdivisées en 3 chapitres, société, santé et économie, la journaliste relate les faits qui minent notre société. Je tiens d'abord à exprimer ma gratitude au président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Regard sur une Côte d'Ivoire en pleine mutation répond à un souci de partage d'expérience. Partage d'expérience avec les plus jeunes qui veulent embraser cette carrière-là qui est le journaliste. Après avoir passé plusieurs années dans le métier, pour moi, il était temps de partager ce que j'ai acquis sur le terrain à travers mes reportages, mes enquêtes, mes dossiers. Parrain de la cérémonie, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance salue l'engagement de l'auteur. Dans cet ouvrage, elle dépeint notre société, elle décrit les réalités de notre société. C'est un beau tableau qu'elle nous propose, qui nous permettent d'apprécier les acquis de la gouvernance, les acquis du développement économique et social à Côte d'Ivoire. Ébonnie de la presse écrite en 2022, la journaliste Emmeline P. Amangwa est à son premier ouvrage. On prend la direction de Boisflé pour le lancement de la première édition du FEISA, Festival international du Zaouli. Le Zaouli, danse et musique traditionnelle populaire de la communauté Gouro, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce rendez-vous culturel est prévu du 4 au 8 décembre prochain à Boisflé. Voici les détails de David Soyo. Patrimoine immatériel de l'UNESCO, le Zaouli, danse traditionnelle et populaire de la communauté Gouro, a désormais son festival. Dénommé FEISA, Festival international du Zaouli, une initiative du Conseil régional de la Maraoué avec à sa tête Epiphane Zoro Balo. À cette rencontre de lancement de la première édition du FEISA, organisateurs, cadres, fils et filles de la région, réunis autour d'Adama Kone, parrain de la cérémonie, déclinent les grands axes de ce rendez-vous culturel. Il s'agit entre autres de tirer le meilleur de ce patrimoine culturel dans tous ses aspects. Le commissaire général du FEISA, Amani Kofi, et le parrain Adama Kone entendent à travers ce festival valoriser, promouvoir et donner plus de visibilité aux Zaouli. Festival du Zaouli, attendez-vous à célébrer la sculpture, le tissage. Attendez-vous à célébrer la beauté féminine. Attendez-vous à célébrer la bonté féminine à travers les concours culinaires,
Attendez-vous à célébrer la teinture, la peinture, la danse, la chanson, la chorégraphie. Une idée partagée par le représentant de la ministre de la Culture et de la Francophonie. Pour cette première édition du Festival international du Zaouli, une journée scientifique, des caravanes, parades et des prestations de danse de Zaouli vont constituer l'attraction de cette rencontre culturelle. Le FEISA, Festival international du Zaouli, est prévu du 4 au 8 décembre prochain à Bouaflé, la capitale de la Marawi. Actualité du 7e art à présent s'arrête sur la grande première de Black Tea, un film romantique et dramatique réalisé par Abderrahmane Sissako, dont une partie a été tournée en Côte d'Ivoire. Sarah Tiemene, Didier Nguessan. On a assisté à un très beau film. Franchement, on n'a pas senti le temps passer. C'est la première fois, en ce qui me concerne, de voir un film qui implique des acteurs africains, ivoiriens en particulier et asiatiques, chinois. Réalisé par le Malien Abderrahmane Sissako, avec la participation de plusieurs comédiens ivoiriens, notamment Nina Melo, qui campe le rôle principal d'Aya, cette exclusivité de Black Tea est une œuvre qui transcende les frontières. Ici mêle tradition et modernité, de quoi construire des ponts culturels. À travers ce film, on peut retenir que la femme africaine peut s'épanouir n'importe où dans le monde. Il est important de se connaître soi-même pour s'épanouir dans une relation amoureuse. Et aussi qu'il faut relever les défis dans la vie, quoi. Les préparatifs pour le personnage, c'était vraiment déjà l'apprentissage de la langue. Et ensuite, vraiment me rapprocher le plus possible de ma féminité. La nouvelle vision que nous avons, c'est d'attirer des tournages internationaux. Et nous pensons encore en accueillir d'autres. Ce film met en lumière les hommes enracinés dans leur tradition culturelle, malgré l'universalité apparente. On voit maintenant la deuxième édition de Vitrine Mode, un concours de révélation de jeunes mannequins et de couturiers. Objectif, valoriser l'industrie de la mode ivoirienne par la promotion de talents émergents. Serge Pakomdidi, Davis Oyo. Des passionnés du mannequinat et du stylisme font montre de leur savoir-faire sur la scène de la deuxième édition de Vitrine Mode. Un concours de révélation pour mettre en lumière de nouveaux talents dans le secteur de la mode. Cette année encore, d'autres jeunes talents retiennent l'attention du jury. J'ai 3 ans dans la mode et c'est ma première fois de participer à un événement et je remporte déjà. Ça me fait vraiment plaisir. Grâce à ce titre que j'ai aujourd'hui, je pourrais mieux m'émanciper dans ce milieu. Sachant que je suis mannequin depuis à peu près 4 ans. Vitrine Mode a pour but de révéler les mannequins qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas connus, ainsi que les couturiers. En aval, on essaie de remettre des prix de distinction. Une vingtaine d'acteurs de la mode sont également honorés à cette édition. En présence d'un parterre de personnalités, les promoteurs de l'événement démontrent leur volonté à valoriser et à renforcer l'industrie de la mode ivoirienne par la promotion de talents émergents. La plupart des promoteurs dans le secteur de la mode ont des initiatives louables, qui sont des initiatives qui servent, comme le nom le dit, de vitrine. Un événement comme ça, c'est exceptionnel. Et puis la diversité, la créativité de la mode ivoirienne et des talents ivoiriens qui sont ici célébrés. Et je veux dire vraiment, c'est avec beaucoup de fierté que je suis là. Les lauréats de cette édition ont été évalués à partir de plusieurs critères, dont les techniques de présentation de vêtements, de pose studio et scénique pour les mannequins. Quant aux stylistes, l'accent a été mis sur la qualité du tissu, la beauté, l'originalité, le design, le choix du tissu, la finition de chaque vêtement et la créativité. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Mozambique, 2 proches de Venancio Mondlane, opposant et candidat à la présidentielle du 9 octobre, ont été tués à bout portant dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 octobre dans la capitale Maputo. Ces assassinats ont lieu à un moment particulier puisque le pays sort tout juste d'élections importantes. Le 9 octobre 2024, 17 millions de Mozambicains étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés, leurs gouverneurs de province ainsi que leur nouveau président. Et puis, présidentielle américaine, Donald Trump et Kamala Harris ont déplacé leur duel ce vendredi dans le Michigan, se lançant des pics à distance depuis l'un des États les plus disputés d'une course haletante pour la Maison-Blanche. Point final. Merci à vous tous de votre attention. Dieu nous garde.
Très belle nuit. Bonsoir.